Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes avec Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour l'écho et Varroc devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Ce matin, c'est Aujourd'hui en France qui attire l'œil avec ce titre « L'appel à la révolte des harcelés ». Pour briser la loi du silence, des enfants harcelés et des parents de victimes lancent un manifeste. Nous, souffre-douleur, disons stop. Ils ont décidé de se dévoiler et de dire non. Non aux brimades, aux coups, aux insultes quotidiennes. Non aux dégages, aux t'es nul, aux tu pues, tu sers à rien. Assénés parce que trop petit, trop gros, trop bon en classe, trop mignonne, trop efféminé, trop roux, trop noir. La liste est interminable. Le harcèlement qui concerne 1 200 000 élèves. 1 200 000 élèves, ça en fait quand même 1 sur 10. On tourne la page et on tombe sur Sarkozy face au piège du FN. Le patron de l'UMP qui fait la une de Libération. PS ou FN ? Alors, s'interroge en très gros caractère le quotidien qui qualifie le chef de l'opposition de fossoyeur assumé du Front républicain. Mais il est conforté, Nicolas Sarkozy, par un sondage publié toujours ce matin dans le Figaro. 67% des sympathisants de l'UMP approuvent ce nini. Le sujet fait également la une du Monde. La Croix regarde avec inquiétude la situation en Ukraine et s'interroge comment faire face à la Russie de Poutine. Et puis, pour faire durer le plaisir, pensez ce matin à lire L'Équipe 2006-2015, l'histoire secrète d'une dynastie, celle de l'équipe de France de hand, celle de la bande de Claude Onesta. Ils sont les experts, mais c'est bien lui le roi. À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes de la presse quotidienne régionale ce matin ? Il y a toutes celles qui font, disons, la presse version Laurent Cabrol, de la Provence à l'éclair des Pyrénées. C'est la nouvelle offensive de la neige pour une carte de France des intempéries. On retiendra notamment Midi Libre, qui évoque un mardi à haut risque en Languedoc-Roussillon. Des flocons donc, et des étoiles aussi. En fait, il y a deux sujets à la une de la presse régionale. C'est le guide Michelin. Le second, évidemment, la liste aux étoiles pour les dernières nouvelles d'Alsace. Pas toujours réjouissante quand même ces étoiles, alors que plusieurs établissements alsaciens perdent purement et simplement leur macaron. À la une également, l'éclairage public revu à la baisse au Mans. C'est à la une du Maine Libre. Extinction supplémentaire et baisse d'intensité sont prévues pour réduire la facture. L'histoire qui vous a le plus marqué est une histoire de goût, de bon goût à lire dans le bien public. On va donc en Bourgogne, du côté de Dijon. Oui, plus précisément, on prend du Bourgogne et on le jette à la mer. En fait, c'est le projet de deux amis qui veulent immerger des bouteilles de vin pour favoriser la conservation. C'est une vieille idée, mais l'idée de ces deux chercheurs qui sont installés à Brest, c'est d'apporter une validation scientifique à ce projet. On a toujours dit que, dans l'eau, il y avait, au fond de l'eau, il y avait une obscurité qui était totale, une humidité évidemment maximale, des températures constantes, donc a priori que c'était idéal pour conserver le vin. Eux, ils sont spécialisés dans les travaux offshore et ils veulent le prouver. Donc, ils ont réussi à rassembler des viticulteurs de Bourgogne, mais aussi de Champagne et de Bordeaux. Entre fin février et début mars, ils mettront des caissons avec environ 1 millier de bouteilles à la mer. Dans un an, ils les récupéreront et il y aura notamment plusieurs spécialistes de Beaune, par exemple, qui goûteront les vins avant, après, pour pouvoir comparer avec des vins conservés en cave pour voir si la conservation est effectivement optimale. Ça réjouit Jean-Philippe Ballas qui vous regarde avec des yeux très très envieux. On va le mettre dans des amphores, le vin. C'est donc à lire dans le bien public, dans la presse régionale. Il y a aussi beaucoup de titres consacrés à DSK. Précisément, Jean-Philippe, la presse internationale ce matin revient sur le procès de l'affaire du Carlton, scruté notamment par nos voisins britanniques. Oui, comme s'il se passait quelque chose d'un peu nouveau en France. C'est en substance l'analyse du Guardian, pour qui cette affaire est sans précédent chez nous. Vous allez voir, c'est assez tempéré. La France, où jusqu'à présent, nous dit le Guardian, les lois sur le respect de la vie privée ont largement protégé de la lumière les aspects les plus sombres de la vie personnelle des hommes politiques. C'est ce qu'écrit le journal. D'ailleurs, pour le Guardian, il n'est pas seulement question de droit, mais aussi de morale. Ce procès peut être considéré comme un test d'ouverture d'esprit des électeurs français sur les penchants sexuels de leurs politiciens et comme la preuve qu'une nouvelle morale austère est en marche dans un pays qui s'est longtemps moqué du puritanisme anglo-saxon. Et toc, serais-je tenté prends ça dans les dents au passage. Alors, le quotidien n'oublie pas non plus notre particularité. Il est vrai que quand il est question de sexe, les Français ont l'impression de vivre dans une société assez libérale. C'est ce que dit l'un des interlocuteurs au Guardian. D'ailleurs, on notera à ce sujet que le Guardian évoque les soirées
libertine de DSK, libertine en français dans le texte, comme si la langue anglaise n'avait pas d'équivalent. Ça, c'est souvent un problème, notamment, je me souviens que le New York Times parlait des parties fines en italique, parties fines de DSK. Ils n'ont pas d'équivalent dans leur langue pour parler de ce genre de choses. Alors, ça s'appelle l'hypocrisie. Exactement. Alors, les choses sont en train de changer, mais de façon lente et marginale. C'est ce que dit une sociologue féministe dans les colonnes du Guardian, toujours. Elle raconte, il y a encore des gens pour dire que l'affaire du Sofitel de New York était un complot ou que c'est la faute du puritanisme américain et que les politiques ont droit à une vie privée. C'est la France, dit-elle, un pays où beaucoup de politiciens blancs se demandent comment une femme de chambre noire a pu oser porter plainte contre un homme puissant. C'est bien, ils n'ont pas du tout un regard caricatural sur nous. Je sais qu'on a des choses à se reprocher, mais quand même. On fait souvent la même chose avec les Anglais et les Américains. Soyons honnêtes. C'est de bonne guerre. C'est donc à lire dans la presse britannique ce matin. Axel de Tarlé. Après Axel le de sexe, l'argent, couple et l'argent, les petits secrets financiers dans le couple. C'est un papier à lire dans le Parisien ce matin. oui, un papier assez incroyable, c'est que figurez-vous que les hommes et les femmes, enfin à l'intérieur du couple, on se ment sur des questions d'argent. Par exemple, il y a 42% des Français qui estiment qu'il est tout à fait normal d'avoir ces petits secrets financiers. Et d'ailleurs, plus on est jeune, plus on a des secrets financiers, les jeunes couples. Voilà. Alors par exemple, on va se cacher les dépenses. Je ne sais pas si autour de vous n'avez pas dit à votre conjoint que vous avez fait telle ou telle dépense. Mais il y a beaucoup de gens qui, dans le couple, trouvent ça très normal. Il y a 16%, alors pas beaucoup, j'exagère, il y a quand même 16% des femmes qui disent avoir caché le prix exact d'une veste ou d'un smartphone. Alors, les hommes sont plus honnêtes, il n'y a que 10% qui disent avoir caché. Écoutez, c'est ce sondage. J'aime bien votre façon d'analyser le papier, Axel. Mais il y a un autre sujet tabou quand même, Axel. Il y a les dépenses et puis il y a les dettes. Alors ça c'est incroyable parce que bon, une dépense, c'est oublié. Mais les dettes, ça se rembourse. Eh bien, trouvez-vous normal d'avouer à votre conjoint que vous avez des dettes ? Il y a 80% quand même qui disent que c'est normal. Enfin, vous avez donc près de 20% et alors plus on est endetté, moins on avoue, ce qui veut dire que méfiez-vous parce que votre couple est peut-être fauché et vous ne le savez pas. Donc vous avez par exemple 14% des conjoints qui n'avouent pas, qui sont surendettés, etc. Vous allez compliquer des petits déj ce matin. Mais son salaire, on se le dit l'un à l'autre. Alors ça on se le dit. Donc ça c'est maintenant, mais ça c'est une question. Est-ce que vous avouez tranquillement votre salaire à n'importe qui Ça c'est pas forcément. Au conjoint oui, mais voilà, ça reste un tabou. En revanche, de l'avouer à d'autres personnes, à de tierces personnes. Il n'y a que, par exemple, que la moitié, 55% des femmes consentent à communiquer le montant exact de son salaire, etc. 60%. Enfin, tout ça pour dire que ça reste tabou. Et le conjoint, le compte où on fait tout en commun, il y en a beaucoup qui vivent avec seulement ce compte-là ? Alors, le conjoint, évidemment, c'est très pratique d'avoir un conjoint, mais attention, petit détail, c'est comme pour le mariage, c'est pour le meilleur et pour le pire, parce que si votre conjoint est interdit bancaire ou s'il a des problèmes de dette, du coup vous vous retrouvez responsable. Donc il faut bien, si vous ouvrez un compte joint, il faut bien spécifier au banquier. Alors j'ai vu il faut dire qu'il y a un responsable du compte, c'est-à-dire que si jamais il y en a un qui est fauché, vous n'êtes pas concerné par les problèmes de l'autre. Voilà. Il faut donc désigner un responsable du compte. Dans le Parisien. Julie, est-ce que vous cachez vos dépenses somptuaires de vêtements à Gérard ? Mais on a des comptes séparés, donc vous avez comptes séparés. Bien sûr. Hyper open, Julie, hyper open. On regarde la télé. Tiens, les couples encore, évidemment, ça nous mène tout droit aux scènes de ménage. Enfin, ils sortent sur M6 à 20h55. Et oui, et si vous adorez le programme court qui est diffusé tous les jours à 20h10 sur M6, je vous propose de prolonger le plaisir en passant toute une soirée avec nos couples préférés. Bon, Eliane, t'as vu quelle heure il est là ? Ah oui, je sais ce que tu vas me dire. Il est tard. On fait du bruit. Ah ouais. Et oui, puis on est pompette. Mais on s'en fout, on n'a qu'une vie. Vous aurez donc Liliane et José, évidemment. Et ils seront tous là, évidemment, ce soir, les 4 couples de scènes de ménage qui débarquent en prime time et qui sortent pour la première fois de leur appartement. Alors, on va les retrouver dans un bar, dans un restaurant ou en voiture, qui est le lieu préféré des couples, généralement, comme Marion et Cédric, alias Alexandra Lamy et Lou Denis et Lyon, les trentenaires déjantés. Et au volant, c'est Marion. Tu conduis plus doucement. Ah bon ? Ouais, t'es devenue plus prudente. Ouais, tu trouves ? Ouais. Qu'est-ce qui m'arrive alors ? Tu mûris. Je mûris ? Ouais. Il nous manque un petit bout. C'est pas grave. Bon, c'est pas grave. C'était, en fait, elle avait laissé le frein à main. Mais Huguette et Raymond, mes préférés, mes parents à moi. Ouais, c'est toujours l'amour vache entre eux, même en voiture. Raymond, je t'aime. Mais qu'est-ce qui te prend ? Tu vas pas bien, toi ? T'allais t'endormir au volant. C'est un cas mortel d'accident sur 3, ça. Simple mesure de sécurité. Tu m'as fait peur.
Et voilà, c'est toujours aussi drôle, c'est toujours aussi bien écrit et interprété. Alors avec quelques invités étonnants, vous allez découvrir Eddie Mitchell, Jean-Paul Rouve ou encore Marthe Villalonga. Je vous conseille de regarder jusqu'au bout, il y a un bêtisier hilarant à la fin de ce prime time exceptionnel. C'est donc Scène de ménage. Enfin, ils sortent, c'est à 20h55. Notez bien, 20h55 ce soir sur M6. Et puis un petit mot pour souhaiter la bienvenue à une nouvelle chaîne de télé. Elle s'appelle Trek, chaîne dédiée à l'aventure. Elle est née hier et elle est disponible, nous dit-on, sur le bouquet AB. Eh ben, longue vie à Trek. Voilà. Exactement. Voilà, alors Axel de Tarlet va nous révéler son salaire. Ah bah non, c'est fini.